George Eliot, Middlemarch, Étude de la vie de province, traduction par M.J.M. Préface. Quel est celui d'entre nous qui, curieux de connaître l'histoire de l'homme et de savoir comment agit ce composé mystérieux sous les épreuves du temps, ne s'est arrêté, ne fût-ce qu'un instant rapide, à la vie de sainte Thérèse, n'a eu un doux sourire pour la petite fille s'en allant un matin, la main dans la main avec son frère, encore plus petit qu'elle, à la recherche du martyre au pays des morts. Il s'éloignait ainsi à petits pas de l'âpre cité d'Avila, les yeux grands ouverts, l'air ingénu comme deux jeunes faons, mais avec des cœurs humains battant déjà à une idée nationale, lorsque la réalité domestique leur apparut sous la forme d'un oncle qui arrêta court leur grand dessein. Ce pèlerinage d'enfants était le bon commencement. La nature idéale et passionnée de Thérèse demandait une vie épique. Que lui importaient les romans de chevalerie et les conquêtes mondaines d'une brillante jeune fille? Sa flamme eut rapidement dévoré ce léger combustible. Tirant son aliment du fond de l'âme même, il fallait à son essor une satisfaction sans limite, un objet dont elle ne se lasserait jamais, capable de réconcilier le désespoir de soi-même avec le sentiment délicieux d'une vie en dehors de soi. Elle trouva son épopée dans la réforme d'un ordre religieux. Cette femme espagnole, qui vécut il y a 300 ans, ne fut certainement pas la dernière de son espèce. Bien des Thérèses sont venues au monde, que n'attendait pas une vie épique, embrassant un continuel déploiement d'actions retentissantes. Peut-être seulement une vie d'erreur, résultat d'une certaine grandeur spirituelle mal appropriée à la médiocrité des circonstances. Peut-être même une chute tragique, qui ne rencontra point son poète sacré, et qui s'est enfoncée dans l'oubli sans avoir été pleurée. Elles s'efforcèrent, avec des lumières confuses et dans des conditions difficiles, de mettre en noble accord leurs idées et leurs actes. Mais le monde ne vit dans ces luttes qu'une simple inconséquence et une dérogation aux formes convenues. Ce qui manqua à ces Thérèses nées trop tard, ce fut une foi et un ordre social en harmonie, capables de suppléer à la science par une âme pleine d'ardente bonne volonté. Leur ardeur oscilla entre un vague idéal taxé d'extravagance et les aspirations ordinaires de la femme, condamnées comme des fautes. On a dit quelquefois que ces vies manquées tenaient à ce qu'il y a de vague et de mal défini dans la nature des femmes, telles que la suprême puissance les a formées. Toujours est-il que ce qu'il y a en elles de vague et de mal défini persiste, et les limites, dans lesquelles leur destinée varie, sont en réalité bien plus étendues que personne ne l'imaginerait, à voir l'uniformité de leurs coiffures et de leurs histoires d'amour favorites, en prose et en vers. De loin en loin paraît un jeune cygne, qu'on élève difficilement avec les petits canards dans la mare stagnante, et qui ne trouve jamais le courant d'eau vive et la compagnie des palmipèdes de son espèce. De loin en loin, il vient au monde une sainte Thérèse qui ne fonde rien du tout. C'est en vain que son tendre cœur bat d'amour et aspire en sanglotant à une beauté morale qu'elle n'atteint pas. Ses efforts s'échappent en tremblant, et au lieu de se concentrer dans quelque œuvre longtemps reconnaissable, se perdent au milieu des obstacles. Livre 1er, Miss Brooke. Chapitre 1er. Miss Brooke avait ce genre de beauté que rehausse encore la simplicité de la mise. Elle avait la main et le poignet assez délicatement modelés pour porter avec grâce des manches tout unies, comme celles de la Vierge des peintres italiens. Son profil, aussi bien que sa taille et son maintien, semblait emprunter une dignité plus grande à la sévérité de son costume. Aussi, toute sa personne offrait-elle, à côté des modes provinciales, le même contraste qu'une belle citation de la Bible ou de nos vieux poètes au milieu d'une colonne de journal. On parlait d'elle généralement comme d'une jeune fille remarquablement douée, mais on ajoutait que sa sœur Célia avait plus de bon sens. Célia n'avait pas plus de recherche dans sa mise. Ce n'était qu'aux yeux des observateurs attentifs que sa robe différait de celle de son aînée et respirait dans ses plis comme un parfum de coquetterie. La simplicité de Miss Brooke tenait, comme celle de sa sœur, à plusieurs causes. L'orgueil d'être des ladies y entrait pour quelque chose.
Si la famille des Brooke n'était pas précisément aristocratique, elle n'en était pas moins de bonne race, et en remontant à une ou deux générations, vous ne leur eussiez pas trouvé un ancêtre ayant manié l'aune ou ficelé des paquets, pas un d'un rang inférieur à celui d'homme d'église ou d'officier de marine. Un de ses ancêtres, notamment, gentilhomme puritain au service de Cromwell, avait été assez avisé pour se trouver, au sortir des troubles politiques, propriétaire d'un respectable domaine de famille. En raison de leur naissance, ces jeunes femmes, habitant une paisible maison de campagne et fréquentant une église de village à peine plus grande qu'un salon, considéraient la toilette comme une recherche bonne pour des filles de petits marchands cherchant à se grandir. Une économie de bonne maison faisait alors du luxe de la toilette le premier article à supprimer d'un budget grevé des dépenses imposées par le rang et la situation de la famille. La simplicité de leur mise s'expliquait suffisamment ainsi en dehors de tout sentiment religieux. Pour Miss Brooke, cependant, la religion aurait suffi à l'y décider, et Célia entrait doucement dans les sentiments de sa sœur, avec le bon sens qui lui était habituel, et sans qu'il s'y mêlât la moindre singularité d'esprit. Dorothée savait par cœur des passages des Pensées de Pascal et de Jérémie Taylor, et, à côté des destinées du genre humain, les soucis de la toilette lui semblaient une occupation digne de Bedlam. Elle ne pouvait concilier les préoccupations de la vie spirituelle et ses conséquences pour l'éternité avec un intérêt bien vif pour les colifichets et la parure. Elle avait l'esprit avide de théorie et aspirait à une conception élevée du monde à laquelle elle eût souhaité d'adapter la paroisse de Tipton et sa propre conduite au sein de la paroisse. Éprise de grandeur et d'exaltation, prompte à embrasser tout ce qui lui apparaissait avec ce caractère, elle était faite pour aller au-devant du martyr, s'en détourner ensuite et finir par le rencontrer du côté où elle ne l'avait pas cherché. De telles dispositions de nature chez une jeune fille à marier ne pouvaient manquer d'exercer une influence décisive sur son avenir. Le choix qu'elle ferait un jour ne dépendrait certainement pas des apparences, de la vanité, d'un sentiment banal, ni de rien de ce qui décide la plupart du temps de la destinée d'une jeune fille. Et avec cela, Dorothée, l'aînée des deux sœurs, n'avait pas 20 ans. Depuis la mort de leurs parents, il y avait 6 ou 7 ans de cela, leur oncle et tuteur, célibataire, avait fait donner aux 2 orphelines, d'abord au sein d'une famille anglaise, puis d'une famille suisse à Lausanne, une éducation à la fois étroite et mal ordonnée. Il y avait 1 an à peine qu'elles étaient venues se fixer à Tipton Grange chez leur oncle, homme d'une 60aine d'années, d'un caractère facile, d'opinions flottantes, qui avait voyagé dans sa jeunesse et passait dans son comté pour avoir contracté une disposition d'esprit un peu vagabonde. Il était aussi difficile de pressentir les résolutions de M. Brooke que de prédire le temps. Ce qu'il était plus facile d'affirmer, c'est qu'il agirait toujours dans les meilleures intentions, quitte à dépenser le moins d'argent possible à leur exécution. Chez M. Brooke, la sève héréditaire d'énergie puritaine était visiblement tarie, mais elle apparaissait chez sa nièce Dorothée, dans ses défauts comme dans ses qualités. Dorothée éclatait parfois d'impatience contre les discours de son oncle et sa manière de laisser aller les choses dans la province, et aspirait de toutes ses forces, au temps où elle serait majeure et aurait à sa disposition quelque argent à consacrer à des œuvres généreuses. On la considérait comme une héritière, car non seulement les 2 sœurs jouissaient chacune de 700 livres de rente qu'elles tenaient de leurs parents, mais encore, si Dorothée se mariait et avait un fils, ce fils deviendrait l'héritier du domaine de M. Brooke, lequel rapportait environ 3000 livres par an. Un tel revenu paraissait la richesse à ces familles provinciales, qui en étaient encore à discuter la conduite récente de M. Peel dans la question catholique, et qui ne savaient rien ni des futures mines d'or, ni de cette fastueuse plutocratie qui a si noblement élevé les nécessités de la vie aristocratique. Et comment Dorothée, avec sa beauté et de telles espérances, ne se serait-elle pas mariée? Rien ne pouvait s'y opposer, rien que son amour des partis extrêmes et sa volonté ferme de régler sa vie d'après certaines idées qui pouvaient faire réfléchir un homme prudent avant de lui offrir sa main, ou qui pouvaient la décider elle-même à refuser toutes les demandes.
Une jeune femme riche et de bonne naissance, qu'on voyait s'agenouiller tout à coup sur le carreau auprès d'un paysan malade et prier avec une ferveur digne du temps des apôtres, à qui il prenait parfois d'étranges fantaisies de jeûner comme une papiste, ou de se lever la nuit pour étudier de vieux livres de théologie. Une telle femme était bien capable de vous réveiller un beau matin pour vous proposer un nouveau placement de son revenu, peu d'accord avec l'économie politique et l'entretien de chevaux de selle. Il était bien naturel qu'un homme réfléchît à 2 fois avant de prendre une telle compagne. L'opinion du voisinage et des paysans eux-mêmes était en général plus favorable à Célia, si aimable et à l'air si candide, tandis que les grands yeux de Miss Brooke avaient, comme sa religion, quelque chose de trop insolite et de trop accentué. Pauvre Dorothée! À côté d'elle et avec son air innocent, c'était la petite Célia qui avait l'expérience et la connaissance du monde, tant l'esprit humain est plus subtil que les frêles tissus qui l'enveloppent. Pourtant, ceux qui approchaient Dorothée, tout prévenus qu'ils pouvaient être par ses alarmants ouï-dire, lui trouvaient un charme qu'ils n'auraient pas cru conciliable avec cette sorte d'étrangeté. À cheval, les hommes la déclaraient irrésistible. Elle aimait l'air vif et les aspects variés de la campagne, et quand ses yeux et ses joues étaient animés par le plaisir, elle avait vraiment bien peu l'air d'une dévote. L'équitation était une faiblesse qu'elle ne se permettait pas sans quelques scrupules de conscience. Elle sentait qu'elle y prenait un plaisir tout physique, une sorte de jouissance païenne, et la pensée d'y renoncer lui était une satisfaction. Elle était franche, ardente, exempte de tout amour-propre. Il y avait même quelque chose de touchant dans la façon dont son imagination parait sa sœur Célia de toutes sortes d'attraits supérieurs aux siens. Et lorsqu'un jeune homme venait à la grange pour tout autre motif que d'y voir M. Brooke, elle en concluait qu'il devait être amoureux de Célia. Comme Sir James Chatham, par exemple, dont elle ne s'occupait jamais que pour sa sœur, discutant en son fort intérieur si elle ferait bien de l'accepter. Le regarder comme un prétendant pour elle-même lui eût paru une impossibilité ridicule. Dorothée, avec toute son avidité de connaître les grandes vérités de la vie, conservait sur le mariage des idées tout à fait enfantines. Elle eût sans aucun doute accepté le judicieux Hooker si elle était venue au monde assez tôt pour le sauver de l'erreur matrimoniale dans laquelle il tomba, ou Milton aveugle, ou tout autre grand homme dont une sublime piété eût seule pu endurer les désagréables manies. Mais comment, dans un beau et aimable baronnet qui répondait amen à tout ce qu'elle put dire, à ses observations, même les moins exactes, pouvait-elle voir un amoureux? Le mari vraiment idéal, à ses yeux, devait être un personnage assez respectable pour lui tenir lieu de père ou assez érudit pour lui enseigner l'hébreu, si telle était sa fantaisie. Ces particularités du caractère de Dorothée faisaient vivement blâmer M. Brooke par les familles du voisinage de ce qu'il ne chercha pas pour ses nièces une dame d'un certain âge qui leur serait à la fois un guide et une compagne. Mais lui-même redoutait à un tel point l'espèce de femme supérieure que réclamait l'emploi, qu'il se laissa dissuader par les objections de Dorothée et montra dans cette occasion assez de courage pour braver l'opinion, et à sa tête Mrs. Cadwallader, la femme du recteur. Miss Brooke prit donc la direction de la maison de son oncle, et elle ne détestait nullement sa nouvelle autorité, non plus que les hommages qui en faisaient partie. Sir James Chatham devait dîner ce jour-là à la grange avec un autre personnage encore inconnu des 2 jeunes filles, et dont l'arrivée tenait Dorothée dans une sorte d'attente respectueuse. C'était le révérend Édouard Casaubon, qui passait dans le pays pour un homme d'une science profonde, et travaillait depuis plusieurs années à une grande œuvre sur l'histoire religieuse. Il jouissait en outre d'une fortune assez considérable pour donner un certain lustre à sa piété. Et il avait sur toute chose des idées qui lui étaient propres et qu'il devait fixer dans son livre. Dorothée était rentrée de bonne heure de l'école enfantine qu'elle avait organisée au village, et elle avait pris sa place habituelle dans le joli boudoir qui séparait les chambres des 2 sœurs, occupée à terminer un plan de bâtisse, genre de travail qui était chez elle une passion, quand Célia, qui l'avait observée avec le tendre désir de hasarder une proposition, lui dit « Dorothée, ma chère, si tu veux bien, si tu as le temps,
Que dirais-tu si nous regardions ensemble les bijoux de maman pour nous les partager?